Et si les plus grands architectes du cinéma devenaient leurs propres gardiens, enfermant des scènes, brûlant des bobines et réécrivant l'histoire d'une seule signature? Des négatifs couleurs disparus de Prince à l'auto-immolation de son propre studio par Georges Méliès, 20 icônes, acteurs, réalisateurs, musiciens ont pris des mesures extraordinaires pour supprimer les œuvres qu'ils avaient autrefois défendues. Leurs histoires révèlent un courant caché à Hollywood, où la vision artistique et la conviction personnelle se sont heurtées, et où des chapitres entiers de l'histoire du cinéma ont sombré dans l'obscurité. Sean Young, une révélation prometteuse dans Blade Runner de Ridley Scott en 1980 et Dune de David Lynch en 1984, a cédé la place à une carrière marquée par la controverse, et certains allèguent une suppression intentionnelle. La destruction rapportée par Young des bandes des coulisses vient de ses propres récits. Dans une interview de 1990 avec Entertainment Weekly, elle a affirmé avoir brûlé chaque image qu'il a présentée comme instable. Cependant, les archives des studios et les inventaires des archives ne montrent aucun bobinage manquant, et les bandes de publicité de Warner Bros. De son essai pour Catwoman en 1991 restent intactes dans les coffres des réseaux. Son renvoi de Batman en 1989, officiellement dû à un accident à cheval, a déclenché une querelle publique avec Kim Basinger et Warner Bros., durant laquelle Young a menacé de détruire toute séquence qu'elle jugeait non autorisée. Cette même année, elle a réglé une plainte pour harcèlement déposée par James Woods et sa fiancée de l'époque, Kristen Guthrie, un épisode qu'elle a ensuite imputé à un complot des studios pour saboter sa carrière. Pourtant, aucun dossier juridique ou réclamation d'assurance ne fait référence à des médias perdus. En 2018, Young a fait face à des accusations de délits mineurs pour avoir prétendument pris 2 ordinateurs portables sur un plateau à New York. Les accusations ont été abandonnées après leur retour, alimentant les spéculations sur son instabilité. Les archivistes des archives du film et de la télévision de l'UCLA ont confirmé que tous les rushs connus de son travail pour les grands studios sont répertoriés sans lacune imputable à son intervention. Comme le note l'historien du cinéma Peter Hansen, le mythe de Young sur les bandes détruites en dit plus sur les commérages d'Hollywood que sur des faits archivistaques. Son héritage reste un mélange d'anecdotes de tournage et de folklore de tabloïd plutôt que d'actes concrets de suppression. Prince. Lorsque Prince a vécu son célèbre éveil spirituel en décembre 1987, il n'a pas seulement retiré le Black Album, il a ordonné la destruction d'environ 500 000 exemplaires pressés sur vinyle, les jugeant sombres et maléfiques après ce qu'il a appelé une communion transcendante avec sa muse. Des disques promotionnels déjà en circulation, moins de 10 dans le monde entier, ont échappé à sa purge et valent maintenant plus de 25 000 $ chacun aux enchères, selon les rapports de Rolling Stone. Son travail cinématographique a subi un sort similaire. Suite à l'accueil mitigé de Under the Cherry Moon en 1986, Prince a insisté pour que toutes les copies en couleur soient remplacées par une version en ton sépia qu'il a personnellement supervisée. Les journaux de studio de Warner Bros. Montrent que les négatifs originaux ont été scellés dans un coffre à température contrôlée en 1988 et n'ont pas été touchés depuis. Des rétrospectives projettent occasionnellement une version en noir et blanc, approuvée en 1993 pour le London Film Festival, mais le négatif en couleur intégrale reste inaccessible, protégé par les protocoles de licence stricts établis par l'estate de Prince en 2017. Le biographe Per Nielsen décrit cela comme l'ultime affirmation de la propriété artistique, soulignant le perfectionnisme de Prince à travers divers médiums. Malgré les pétitions des fans et les demandes d'archives déposées auprès de la Bibliothèque du Congrès, la succession a refusé toute nouvelle diffusion publique. En conséquence, des extraits significatifs tels que la séquence d'ouverture de 12 minutes et une fin alternative avec Carmen Electra restent invisibles, enfermés derrière une porte de coffre que seul Prince lui-même a jamais ouverte. Brigitte Bardot. Lorsqu'elle a pris sa retraite en 1973 à l'âge de 39 ans, Brigitte Bardot a gelé une grande partie de son héritage cinématographique. Connue pour défier les exigences des studios, elle a refusé d'autoriser des éditions vidéo à domicile non coupées de Et Dieu, créé à la femme en 1956, poussant les distributeurs américains à proposer seulement une version de 82 minutes fortement censurée sous la menace de poursuites judiciaires. Des documents judiciaires français révèlent que le père de Bardot, Louis, a poursuivi pour le retrait de photos promotionnelles indécentes de Manina, fille sans voile, en 1952, bien que l'injonction ait été annulée pour des raisons de premier amendement en 1954. L'activisme de Bardot pour les droits des animaux a encore resserré le contrôle. Toute réédition proposée devait passer par son comité de révision personnel qui exigeait des coupures de scènes jugées gratuites ou exploitantes. En conséquence, seuls 12 de ces 47 films apparaissent sur les plateformes de streaming aujourd'hui, chacun édité pour se conformer à ces stipulations. En 1982, elle a bloqué avec succès une rétrospective de Channel 4 en invoquant son droit d'être libre.
oublié sous les lois françaises sur la vie privée, une démarche sans précédent qui a laissé de nombreux premiers films de carrière non examinés par les chercheurs. Le gestionnaire de l'héritage, Richard Bachelion, confirme que les négatifs originaux restent stockés dans les coffres de Gaumont à Saint-Rémy-lès-Chevreuse, mais aucune copie intégrale n'a été diffusée depuis 1975. La décision de Bardot de conserver plutôt que de détruire a créé une aura de rareté. Les cinéphiles se déplacent pour des rétrospectives privées à Paris et à Rome afin d'apercevoir des copies restaurées en 35 mm, tandis que le grand public doit se contenter d'éditions numériques tronquées. Grace Jones. En 1982, Grace Jones a capturé sa présence scénique électrisante pour One Man Show, un film de concert tourné sur Betacam SP que Jones a ensuite jugé trop brut pour la postérité et a retenu de toute sortie, en VHS ou DVD. La cassette master originale de 90 minutes reste enfermée dans un coffre à Paris, accessible uniquement au manager de longue date de Jones, Jean-Paul Goud. Les tentatives de Polygram en 1995 et d'Island Records en 2005 pour remasteriser les séquences ont été repoussées, car Jones a insisté pour superviser tout transfert numérique. Son documentaire de 2017, Bloodlight and Bamey, réalisé par Sophie Fienne, illustre l'étendue de son contrôle. Aucune archive datant d'avant 1980 n'apparaît, obligeant le film à s'appuyer entièrement sur des images contemporaines, tournées en Jamaïque et à Londres. Le contrat de Jones stipulait que toute utilisation de matériel antérieur à 1980 nécessitait son consentement écrit, une clause toujours en vigueur. Les anthologies de vidéoclips omettent souvent ses premières œuvres pour Island Records, y compris le clip novateur de Warm Leatherette en 1980, qui ne subsiste que sur des cassettes VHS de collectionneurs. Dans des interviews avec The Guardian, Jones a qualifié ces omissions de sacrifices nécessaires pour protéger son image. Bien que ses rôles dans Conan le Destructeur en 1984 et Dangereusement Vôtre en 1985 circulent librement, des centaines de prises ratées, documentant ses répétitions et séances photos, sont scellées sous des dispositions de propriété intellectuelle qui s'étendent 70 ans après sa mort. Shelley Duvall. L'interprétation de Shelley Duvall dans le rôle de Wendy Torrance dans The Shining de Stanley Kubrick en 1980 a été si intense qu'elle a ensuite décrit le tournage comme éprouvant, l'incitant à éviter presque toute publicité y afférente. Bien que Warner Bros. Ait compilé un making-of de 33 minutes de The Shining filmé par la fille de Kubrick, Vivian, le studio a retenu les rushs complets jusqu'en 2002, lorsqu'une édition limitée en DVD a inclus seulement 6 minutes de scènes supprimées. Duvall a refusé de participer aux commentaires du DVD, insistant sur le fait que revisiter ses souvenirs ne servait à personne, lors de son interview en 2003 avec le Los Angeles Times. Dans les coulisses, Kubrick avait tourné plus de 100 heures de répétition sur un film de 16 mm. Selon l'archiviste Michael Lasky, ces bobines ont été détruites au milieu des années 1880 lors d'une réorganisation des archives du studio, prétendument à la demande de Kubrick, pour maintenir l'aura de mystère du film. L'agent de Duvall a confirmé en 2015 qu'elle a bloqué toute demande pour ses journaux quotidiens, même de la part de documentaristes renommés. En conséquence, les chercheurs se fient au film personnel en Super 8 de Vivian Kubrick, maintenant conservé à l'Institut britannique du film, pour étudier le processus de performance de Duvall. Le retrait de Duvall a transformé le silence en une forme de suppression. En refusant les interviews, les commentaires ou l'accès aux archives, elle a fait en sorte que seule la version cinématographique et certaines séquences supplémentaires du DVD définissent son héritage dans The Shining. Les fans continuent de demander à Warner Bros. De publier l'intégralité des scènes coupées, mais le veto explicite de Duvall reste absolu. Dave Chappelle. Lorsque Dave Chappelle a quitté le Chappelle's Show en juin 2005, il n'a pas simplement abandonné. Il a effectivement enterré un trésor de matériel inédit. Après 2 saisons marquantes qui mélangeaient comédie de sketch et commentaires social incisifs, Chappelle a refusé de revenir pour une 3e, renonçant à un contrat de 50 millions de dollars et laissant Comedy Central avec des dizaines de sketchs et de prises ratées enfermés dans leur coffre. En juillet 2006, la chaîne a sorti seulement 3 épisodes inédits sous le titre The Lost Episodes, une compilation de 75 minutes que Chappelle n'a ni approuvé ni supervisé. Ces fragments laissent entrevoir une saison complète qui reste confidentielle, accessible seulement aux archivistes sous des accords de confidentialité stricts. Le contrôle de Chappelle sur son héritage s'est étendu à l'ère du streaming. En novembre 2020, il a personnellement contacté Netflix après avoir découvert que Chappelle's Show avait discrètement rejoint le catalogue de la plateforme. En quelques heures, la série a été retirée, bien qu'elle ait été diffusée pendant moins d'1 mois. Il a ensuite obtenu le retrait de l'émission de HBO Max avant la fin de l'année, invoquant des frais de licence impayés et des désaccords créatifs. Ces suppressions très médiatisées soulignent son insistance sur
sur la souveraineté financière et artistique, même au détriment de l'accès public. Aujourd'hui, le matériel supprimé de Chappelle reste dans un flou numérique. Les archives de Comédie Centrale enregistrent des dizaines de bobines inédites, mais aucune n'a émergé sous une forme approuvée par le réalisateur. Comme l'observe l'historienne culturelle Maya Jenkins, Chappelle a transformé l'absence en une déclaration en soi. Chaque retrait réaffirme son autorité sur ce que le public peut ou ne peut pas voir. Les sketchs qui restent intriguent les fans avec ce qui aurait pu être, tandis que la majorité de son travail du début des années 2000 reste un mystère gardé dans un coffre-fort. Greta Garbo. Greta Garbo a quitté la MGM en mars 1941. Elle ne s'est pas simplement retirée. Elle a scellé toute sa filmographie derrière un voile de silence. Bien que Metro-Goldwyn-Mayer ait conservé des copies de ses 28 films, Garbo a refusé d'autoriser de nouvelles rééditions en salle, des diffusions télévisées ou des sorties en vidéocassette, insistant sur le fait que son image à l'écran devait rester figée dans le temps. En tant que star la mieux payée du studio à la fin des années 1920, son départ soudain à 35 ans a stupéfait Hollywood, et sa stipulation contre une distribution ultérieure a effectivement condamné des classiques comme Queen Christina en 1933 et Anna Karenina en 1935 à des circuits de reprise limités. Des décennies plus tard, le mystère de Garbo s'est encore approfondi avec l'émergence de la technologie vidéo domestique. Lorsque les cassettes VHS se sont multipliées dans les années 1980, son domaine a refusé de licencier des titres, bloquant même les copies en noir et blanc des rayons de location de vidéos. Une poignée de cinémas de répertoire à Londres et Paris ont obtenu de rares copies de 35 mm pour des rétrospectives, mais la plupart des fans n'ont rencontré que des versions tronquées ou fortement éditées. Le refus de Garbo d'accorder des interviews ou des commentaires a encore cimenté son aura. Elle a accordé une seule interview télévisée en 1936 et n'a plus jamais parlé publiquement. À l'aube du nouveau millénaire, les plateformes de streaming ont manifesté de l'intérêt pour un catalogue Garbo, mais les strictes conditions de licence du SAT, rédigées dans les années 1950, sont restées en vigueur. Même les chercheurs en cinéma doivent solliciter le coffre-fort de Gaumont à Paris pour des visionnages, souvent limités à 2 semaines, et des projections supervisées. En ne préservant que les versions théâtrales qu'elle avait approuvées, Garbo s'assura que sa légende, plus que ses films eux-mêmes, devienne l'héritage durable du sphinx suédois. Lois Weber. Au sommet de sa carrière entre 1912 et 1921, Lois Weber était l'une des réalisatrices les plus prolifiques d'Amérique, réalisant environ 200 à 400 films, abordant des questions sociales, allant du contrôle des naissances à la peine capitale. Pourtant, alors que le cinéma muet cédait la place au film parlant, son œuvre a été victime d'une combinaison de négligence, d'incendies dans les archives des studios et d'élimination délibérée. Les studios, désireux de récupérer de l'argent à partir de copies de nitrate volatile, ont jeté des bobines étiquetées comme obsolètes, tandis que d'autres ont péri dans des incendies aux archives d'Universal et de Fox dans les années 1920 et 30. La découverte à Dawson City en 1978 a offert un aperçu captivant de l'œuvre perdue de Weber. Enterrés dans le pergélisol aux côtés d'actualités et de courts-métrages, plus de 500 bobines des années 1910 ont émergé, parmi lesquelles des fragments du drame de Weber de 1915, Hypocrite, et son thriller de 1916, La Muette de Portici. Alors que ces découvertes ont ravivé l'intérêt scientifique, elles représentent moins de 10% de sa production estimée. Aucun négatif connu de ses récits moraux de long métrage ou de ses expériences pionnières en écran divisé ne survit sous une forme complète. Aujourd'hui, moins de 20 titres de Weber sont conservés, dispersés à travers la Bibliothèque du Congrès, le British Film Institute et des collections privées. L'historienne du cinéma Shelley Stamp remarque « L'absence de Weber dans les archives n'est pas un accident, mais un reflet de la culture de la jetabilité d'Hollywood au début, malgré les restaurations de suspense en 1913 et Where Are My Children ?» En 1916, l'héritage complet de Weber restait un patchwork de fragments redécouverts et d'efforts de restauration continue, Stanley Kubrick. La réputation de Stanley Kubrick pour sa méticulosité s'étendait à une purge sans compromis du matériel inutilisé. Après le tournage de Shining en 1980, il a ordonné à Warner Bros. De détruire toutes les scènes supprimées, les prises alternatives et un épilogue qui aurait allongé le film de 10 minutes. Les mémos du studio révèlent que Kubrick a qualifié ces coupes de films de distraction potentielle de la tension claustrophobique du film, ordonnant leur destruction peu après la sortie de 1980. Malgré des rumeurs persistantes sur la survie de prises alternatives, aucune version du réalisateur officiel n'a jamais vu le jour. Une enquête des années 1990 par l'archiviste John Hoffman a confirmé que les coffres de Warner Bros. Ne contiennent que le négatif de 146 minutes de la version cinématographique et une poignée de rushs considérés essentiels pour la préservation future.
La fille de Kubrick, Viviane, qui a filmé des images privées en Super 8 en coulisses, a refusé de partager ses bobines personnelles avec les documentaristes, invoquant les souhaits de son père. L'effacement de matériel alternatif par Kubrick souligne sa conviction que la forme finale d'un film est sacrée. Comme l'a observé le critique Michael Hare, Kubrick ne voulait pas ce qui aurait pu hanter le spectateur. Le résultat est une expérience cinématographique unique. Le public connaît The Shining uniquement tel que Kubrick l'a approuvé, sans possibilité d'explorer des fils narratifs abandonnés ou des séquences supprimées. Georges Méliès. Georges Méliès, souvent salué comme le premier pionnier des effets spéciaux au cinéma, a supervisé la destruction d'une grande partie de son propre héritage, dans un moment de désespoir. Après que Pathé Frères a saisi son studio de Montreux en 1913, Méliès a fait face à la ruine financière. En 1923, il a brûlé tous les négatifs restants, décors et costumes, dans un accès de rage, condamnant des centaines de films à l'oubli. Pendant la Première Guerre mondiale, l'armée française a aussi réquisitionné environ 400 copies pour la récupération de l'argent, décimant davantage son archive. Sur les environ 520 films que Méliès a réalisés entre 1896 et 1912, seuls environ 200 subsistent aujourd'hui, beaucoup étant des copies fragmentaires ou détériorées. Les restaurations les plus complètes, telles que Le Voyage dans la Lune en 1902 et Le Voyage à travers l'impossible en 1904, proviennent de copies découvertes dans des collections privées et de la découverte de Dawson City en 1979. Pourtant, l'ensemble de sa série d'expériences de films à trucs reste perdu, leurs intrigues reconstruites uniquement à partir de scénarios et de photos promotionnelles. L'effacement auto-infligé de Méliès souligne la fragilité du cinéma ancien. Comme le note l'historien Paolo Cerci-Usai, les flammes de Méliès ont consumé non seulement des films, mais un chapitre de l'histoire du cinéma. Aujourd'hui, les archives cinématographiques du monde entier poursuivent le travail minutieux de reconstituer son œuvre visionnaire, chaque fragment récupéré étant un témoignage de ce qui a été et de ce qui ne pourrait jamais être pleinement restauré. Jerry Lewis. Le drame inachevé de Jerry Lewis, The Day the Clown Cried, est considéré comme le film perdu le plus célèbre d'Hollywood. Tourné entre mars et juin 1972 au studio Europa de Stockholm, avec un budget d'1,6 million $, la coproduction suédo-française comprenait une distribution de 50 personnes, incluant Pierre Été, David Steinberg et John Carradine non crédités. Lewis a réalisé, coécrit et interprété le rôle de Helmut Durk, un clown qui conduit des enfants juifs aux chambres à gaz, une prémisse si controversée que Lewis s'est alarmé en visionnant le premier montage. Environ 96 minutes ont été assemblées à partir de plus de 120 minutes de séquences brutes. Mais Lewis a refusé d'autoriser le montage final, qualifiant le film de désastre et d'embarras. Il aurait poursuivi en justice les membres de l'équipe qui ont tenté de projeter les rushs et tous les copies de travail connues, moins de 10, ont été enfermées dans son coffre personnel, inaccessible aux studios ou aux programmateurs de festivals. Lorsque Lewis a légué ses archives à sa fondation en 2017, les matériaux sont restés scellés, soumis à des accords de non-divulgation stricts interdisant toute projection publique. L'intérêt a refait surface début 2024, lorsque la Bibliothèque du Congrès a accordé à certains chercheurs l'accès pour visionner un seul tirage de travail en 35 mm sous supervision. Pourtant, aucune exposition publique n'a été autorisée. Un documentaire de 2024, From Darkness to Light, a interviewé Mel Brooks, Martin Scorsese et les membres d'équipage survivants, mais s'est appuyé uniquement sur des photos promotionnelles et des descriptions de seconde main, soulignant l'invisibilité persistante du film. Les collectionneurs et archivistes se penchent sur des scripts, des photos de production et les notes manuscrites de Lewis dans l'espoir de reconstruire des scènes manquantes. Des rumeurs d'un négatif complet caché dans un coffre en Suisse persistent, mais aucune preuve crédible n'a émergé. Comme l'observe l'historienne Claudia Reed, The Day the Clown Cried existe davantage comme une légende que comme un film. Une histoire de fantôme d'un film qui a osé s'aventurer sur un territoire interdit. Le sort du film reste lié à l'ambivalence propre à Lewis, enfermé dans l'histoire et destiné à hanter les archives plutôt que les écrans. Charlie Chaplin. Le contrôle méticuleux de Charlie Chaplin sur son héritage l'a poussé à effacer des portions significatives de ses premiers travaux. En 1926, confronté à une dette fiscale de $1 million, Chaplin a choisi de détruire le négatif et toutes les copies connues de son film The United Artists, A Woman of the Sea. Réalisé par Joseph von Sternberg, mais produit sous la bannière de Chaplin, cette radiation a condamné le film à l'oubli. Pendant ses années chez Mutual Film entre 1916 et 1917, Chaplin a de même ordonné la destruction des prises ratées et alternatives jugées inappropriées pour un public familial, craignant qu'elles ne ternissent son personnage de vagabond. Malgré les efforts de Chaplin, des fragments de ces matériaux perdus ont refait surface.
pendant les années 1980, lorsque les historiens du cinéma Kevin Brownlow et David Gill ont découvert des négatifs et des prises rejetées dans un espace de stockage à Santa Monica, ce qui a conduit au documentaire de 1983 Unknown Chaplin. Pourtant, les images récupérées ne représentent qu'une fraction de ce qui a été perdu. Les archivistes estiment que moins de 2% des bobines inutilisées de Chaplin survivent, préservées grâce à des collectionneurs privés comme Raymond Rohauer et à des découvertes fortuites dans des archives internationales. Les mémoires de Chaplin de 1964 omettent toute mention de The Circus en 1928, reflétant sa tendance à façonner son propre récit. Les images des coulisses de cette production ont été détruites plus tard lors d'un incendie de studio et de purge ultérieure des coffres. Aujourd'hui, la succession Chaplin restreint l'accès à ses archives privées, obligeant les chercheurs à visionner les prises non utilisées sous une stricte supervision et interdisant toute diffusion publique de matériaux inédits. Le spécialiste du cinéma David Robinson remarque que le double rôle de Chaplin en tant qu'auteur et gardien a créé un silence dirigé, où seules les versions finales approuvées définissent son héritage. Les fragments qui subsistent, gags, prises de répétition et storyboards tronqués offrent des aperçus fascinants du processus créatif de Chaplin. Pourtant, la grande majorité de ses premières expériences restent enfouies, témoins de son génie et de son obsession à contrôler son image. Howard Hughes. Le perfectionnisme de Howard Hughes a alimenté à la fois la notoriété légendaire de The Outlaw et sa suppression prolongée. Après avoir assumé les fonctions de réalisateur de Howard Hawks en 1941, Hughes a achevé un montage de 123 minutes présentant la performance audacieuse de Jane Russell. Lorsque l'administration du code de production a refusé la certification en raison de sa promotion provocante, Hughes a ordonné le rappel et le remontage de toutes les copies existantes. Il a ensuite livré une version de 117 minutes en 1947 et une version en noir et blanc en 1950, entreposant chaque fois le négatif non altéré dans un coffre privé à l'hôtel Beverly Hills, inaccessible même aux dirigeants de studio. Les exigences de l'administration du code de production et l'indécision de Hughes ont entraîné de multiples retards de sortie. The Outlaw a d'abord été présenté lors de projections limitées au Texas en 1943, puis a été étendu à 312 cinémas en 1946, avant de connaître une sortie large finale en 1950. Cependant, aucune de ces projections n'a restauré le montage original. Les archives du studio indiquent que le négatif de 123 minutes a été physiquement coupé, avec des sections supprimées ou réutilisées pour la récupération d'argent, pratique courante pour les éléments de film nitrate jugés obsolètes. Ce n'est qu'en 2009 qu'une version complète non censurée de 117 minutes a été reconstituée à partir de copies survivantes pour la vidéo à domicile, bien que les puristes notent qu'elle reste loin de la vision initiale de Hughes. L'historien du cinéma David Fraser soutient que la suppression de The Outlaw illustre la compulsion de Hughes pour le contrôle, où l'ambition artistique est entrée en collision avec la censure et le pragmatisme d'entreprise. Aujourd'hui, les cinéphiles recherchent des copies de collection en 16 mm et des notes de studio pour reconstituer l'évolution du film. Mais le montage original de 123 minutes de Hughes reste l'un des artefacts les plus insaisissables d'Hollywood. Orson Welles. Le conflit d'Orson Welles avec RKO concernant The Magnificent Amber Sons illustre le pouvoir des studios à remodeler et effacer la vision d'un réalisateur. Après le triomphe de Citizen Kane en mai 1941, Welles a tourné un premier montage de 131 minutes d'Amber Sons qui plongeait profondément dans le roman de Booth Tarkington. De mauvaises projections test ont poussé RKO à le raccourcir à 88 minutes en janvier 1942, ajoutant une fin heureuse imposée par le studio sans le consentement de Welles. Welles était au Brésil en train de filmer Journey into Fear quand il a appris les coupes drastiques, et ses notes détaillées sur la restauration ont été ignorées, alors que le studio a détruit les bobines supprimées peu de temps après. Pendant des décennies, les cinéphiles ont cherché des séquences manquantes. En 1991, l'historien du cinéma Richard Wilson a découvert 25 minutes de chutes et de scènes alternatives dans une voûte de RKO, permettant une reconstruction partielle qui a restauré le caractère, les motivations et la profondeur narrative perdues dans la version cinématographique. Pourtant, cet effort n'a récupéré que des fragments. Des scènes clés comme la confrontation de George Amberson Minifer avec Eugene Morgan et la séquence prolongée de maladie d'Isobel Amberson restent absentes. Welles lui-même n'a jamais repris le contrôle du film. Les rétrospectives ultérieures se basent sur la version tronquée de 88 minutes, préservant les modifications de RKO, comme le montage canonique de facto. Comme l'observe le spécialiste James Naremore, Amber Sons perdure comme un palimpseste de l'ambition de Welles et des impératifs commerciaux d'Hollywood. Les séquences perdues du film symbolisent à la fois la fragilité de l'art cinématographique et la quête persistante.
pour retrouver l'intention originale d'un réalisateur, Leni Riefenstahl. Le triomphe de la volonté de Leni Riefenstahl en 1935 reste l'un des films de propagande les plus puissants et les plus supprimés du cinéma. Commandé par Adolf Hitler pour documenter le rassemblement de Nuremberg de 1934, Riefenstahl a utilisé plus de 30 caméras, des prises de vues aériennes pionnières et des techniques de caméra en mouvement qui ont révolutionné le langage cinématographique. Après la défaite de l'Allemagne en 1945, les Alliés ont interdit le film en vertu de l'ordre numéro 4 de la Commission de contrôle alliée, le classant comme propagande nazie interdite. Il a figuré sur la liste tripartite des films interdits en Allemagne de l'Ouest jusqu'à son retrait de la liste en 1955, ce qui a effectivement gelé l'accès public pendant une décennie. Les documentaires olympiques de Riefenstahl, Olympia partie 1, Fête des Nations et Olympia partie 2. Festival of Beauty a fait face à une suppression similaire. Bien que sorti en 1938, il a été retiré de la circulation en 1945 et n'a refait surface qu'en 1958, remonté par Riefenstahl elle-même pour supprimer les références nazies explicites et recontextualiser les films en épopée sportive. Même après sa réhabilitation légale, Riefenstahl contrôlait étroitement les projections, n'accordant des licences pour les films que dans des contextes académiques ou muséaux sous des conditions strictes. Elle a refusé les diffusions télévisées dans les années 1960 et a bloqué les éditions vidéo domestiques dans les années 1980, insistant sur la protection du registre historique, tout en niant tout contexte au-delà de son propre commentaire. L'historienne du cinéma Antje Eman note que les efforts de Riefenstahl après la guerre pour récupérer son héritage ont transformé la suppression en stratégie. En contrôlant l'accès, elle a maintenu son travail vivant mais inaccessible, un point de tension perpétuel dans les débats sur l'art, la propagande et la censure. David Lynch. La relation de David Lynch avec Dune en 1984 est définie autant par l'absence que par ce qui apparaît à l'écran. Chargé d'adapter le roman dense de Frank Herbert, Lynch a livré une première version brute apparemment de 4 à 5 heures, bien au-delà des 2 heures imposées par le studio. Selon les participants dans la salle de montage de Lynch, plusieurs versions duraient entre 240 et 300 minutes avant que Universal Pictures n'intervienne, insistant sur des coupes drastiques pour rationaliser les fils narratifs et les séquences d'effets spéciaux. Désenchanté par la version finale en salle, qu'il estimait manquer de cohérence et de profondeur des personnages, Lynch a publiquement renié le film, refusant toute occasion ultérieure de sortir une version du réalisateur. Dans des interviews à l'occasion du 40e anniversaire du film, Lynch a réitéré qu'il n'avait jamais vu Dune tel qu'il a été diffusé, déplorant que des pressions contractuelles et financières l'aient contraint à abandonner le contrôle créatif. Malgré les pétitions des fans et les recherches d'archives, Universal maintient que les négatifs originaux sont enfermés dans des conditions de coffre-fort, accessibles uniquement à une poignée de préservateurs sous des accords de non-divulgation stricts. Le résultat est un mythe partiel. Les cinéphiles débattent de l'existence de la vision complète de Lynch, tandis que les archivistes confirment que des dizaines de scènes supprimées et de prises alternatives restent stockées dans des bobines à température contrôlée dans les archives de Universal. Comme l'observe la chercheuse Marcia Bradshaw, le Dune de Lynch vit 2 fois, une fois dans la version cinéma et une fois dans l'imagination collective de ce qui aurait pu être. Aujourd'hui, la seule édition autorisée est le montage cinématographique de 137 minutes. Toutes les tentatives pour déterrer une version plus longue ont été repoussées, cimentant Dune comme l'un des montages de réalisateurs perdus les plus fascinants du cinéma moderne. Michael Cimino. La Porte du Paradis de Michael Cimino en 1980 reste synonyme d'une ambition épique et d'un retour de bâton de la part du studio. Initialement présenté comme un montage de travail de 325 minutes aux dirigeants de United Artists, assemblé à partir de plus de 200 heures de séquences filmées, le film fut immédiatement considéré comme excessif et non commercial, et retiré après une seule semaine de sortie. United Artists a exigé une version raccourcie et Cimino a supervisé à contre-cœur un nouveau montage réduit à 219 minutes pour la sortie en salle de 1981. Pourtant, même cette version a eu une durée de vie courte. Le studio a imposé une autre coupe à 149 minutes, la seule version qui a atteint un large public. Les 176 minutes de la vision originale de Cimino qui ont été supprimées n'ont pas été archivées mais détruites. Des mémos du studio révèlent que les coupures négatives ont été physiquement retirées du maître et recyclées pour la récupération de l'argent, une pratique courante pour les éléments de film à base de nitrate jugés obsolètes. Des fragments survivants sont apparus sporadiquement dans des collections privées, notamment une bobine de 45 minutes projetée lors d'un symposium de films western en 2017. Mais ces extraits offrent seulement des aperçus alléchants de l'envergure narrative prévue par Cimino, qui incluait apparemment des séquences prolongées sur les difficultés des immigrants et des montages de faune sauvage.
Tourné dans le Montana, l'historienne du cinéma Linda Bergstrom caractérise Heaven's Gate comme l'ultime mise en garde contre les excès de la réalisation, où la destruction de la version longue a effacé non seulement l'art de Cimino, mais aussi un chapitre crucial du cinéma d'auteur américain. La restauration de 219 minutes de The Criterion Collection, tirée de copies théâtrales survivantes, reste l'approximation la plus proche de l'œuvre de Cimino, mais les chercheurs continuent à plaider pour une reconstruction numérique basée sur des photos de tournage et des journaux de montage. Sans le négatif original, cependant, l'épopée complète de 2h30 de Cimino n'existe que dans la mémoire et la documentation. Erich von Stroheim. La cupidité d'Erich von Stroheim en 1924 est souvent citée comme la plus tragique perte éditoriale du cinéma. Commandé comme une adaptation fidèle du roman Mactig de Frank Norris, von Stroheim a tourné une version estimée à 9 à 10 heures, utilisant plusieurs caméras et des configurations méticuleuses de lumière naturelle pour capturer chaque nuance du paysage austère de la vallée de la mort. Les dirigeants de MGM, cependant, ont rechigné devant sa longueur et son ton, ordonnant une réduction drastique à 140 minutes pour sa première, en 1924. Les 7 à 8 heures restantes de séquences ont été consignées dans des coffres avant d'être brûlées dans les années 1930 pour récupérer le contenu en argent des films Nitrate, un sort confirmé par les registres du studio et la correspondance des archives de MGM. Les éléments survivants de la vision originale de von Stroheim ont été minutieusement reconstruits. Dans les années 1990, le chercheur en cinéma Hermann G. Weinberg a déterré des scripts de continuité de montage et des photos de production permettant une reconstruction de 4 heures qui mêle des séquences existantes avec des images fixes et des intertitres pour approcher les séquences perdues. Cette version, projetée au Museum of Modern Art en 2012, a révélé des fils narratifs retirés de la version cinématographique, notamment le climax prolongé du tribunal et la descente obsessionnelle de Trina dans la folie. Malgré ces efforts, moins de 25% du métrage original subsiste, dispersé à travers des archives à New York, Paris et des collections privées. Comme le note l'archiviste Simone Beaulieu, la tragédie de Greed est double. L'ambition épique de von Stroheim et le pragmatisme impitoyable du studio se sont combinés pour effacer ce qui aurait pu être le plus grand film muet jamais réalisé. Aujourd'hui, Greed perdure à la fois comme un chef-d'œuvre du cinéma muet et comme un récit édifiant sur la fragilité de la préservation cinématographique. Walt Disney. En 1946, Walt Disney a sorti Song of the South, un long métrage hybride alliant action réelle et animation, destiné à mettre en valeur le folklore du Sud à travers les contes de l'oncle Rémus. Bien que le film ait été initialement un succès, rapportant 65 millions de dollars dans le monde entier contre un budget de 2 millions de dollars, sa représentation de la vie dans les plantations a suscité des critiques croissantes pendant l'ère des droits civiques. La réponse de Disney n'a pas été de remonter le film, mais de le supprimer. Après sa dernière ressortie en salle autorisée en 1986, le studio a placé Song of the South dans le coffre-fort de Disney, refusant toutes les sorties en vidéo domestique ou en streaming aux États-Unis. Le retrait volontaire de Disney contraste avec des interdictions totales. La Mélodie du Sud n'est pas légalement interdite, mais la politique interne du studio interdit toute distribution nationale, invoquant des préoccupations concernant des représentations culturelles obsolètes et le désir de préserver l'intégrité de la marque. Des éditions VHS non autorisées ont circulé à l'étranger et des copies d'archives de 35 mm sont parfois projetées lors de festivals de films spécialisés, mais aucune sortie officielle en vidéo à domicile aux États-Unis n'a jamais été autorisée. La chercheuse en cinéma Carla Hayes soutient que l'approche de Disney reflète une stratégie d'entreprise plus large. Plutôt que de s'engager dans un débat public sur le contexte historique, le studio a choisi le silence et la rareté, effaçant ainsi efficacement le film de son propre héritage. Song of the South existe donc dans un espace liminaire, rappelé dans le folklore de Disney mais largement inaccessible au public contemporain, ces séquences animées ne survivant que par le biais d'œuvres dérivées et d'attractions des parcs à thème Disney. Alfred Hitchcock. Le deuxième long métrage d'Alfred Hitchcock, The Mountain Eagle en 1926, est le saint graal du cinéma perdu. Tourné en Angleterre avec un budget de $3000, le mélodrame mettait en vedette Nita Naylor et Percy Marmon et comportait des tournages en extérieur dans les Alpes bavaroises, élément confirmé par des photos de production et des critiques commerciales de l'époque. Malgré un accueil positif lors de sa première en juin 1926, aucune copie n'a été conservée.
Les registres des coffres du studio indiquent que tous les négatifs nitrates ont été jetés au début des années 1930, jugés trop instables pour être stockés, et toute copie survivante a probablement été détruite lors des bombardements des archives britanniques pendant la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, seuls 6 clichés de production et des coupures de presse contemporaines survivent, offrant des aperçus alléchants. Aperçus du style visuel précoce de Hitchcock, composition en plongée, clair-obscur dramatique et mouvement de caméra pionnier. Les historiens du cinéma ont reconstruit la narration du film à partir des registres de censure et des critiques, reconstituant une histoire d'amour interdit et de tragédie au sommet d'une montagne qui présageait des thèmes que Hitchcock revisiterait dans Rebecca en 1940 et Sueur froide en 1958. Comme le souligne l'archiviste Peter Cook, l'absence de The Mountain Eagle témoigne à la fois de la fragilité du film en nitrate et du mépris précoce de l'industrie pour la préservation. Malgré les rumeurs selon lesquelles un collectionneur privé détiendrait une copie, aucune version vérifiable n'a fait surface. Le statut fantôme du film amplifie la légende de Hitchcock, garantissant que son chef-d'œuvre perdu demeure l'un des mystères les plus durables du cinéma. Si vous avez envie de plus de mystères de films perdus ou de rébellions de célébrités, appuyez sur le bouton « J'aime », abonnez-vous et activez la cloche, car le coffre-fort des secrets de Hollywood est toujours verrouillé jusqu'à ce que nous l'ouvrions. Laissez un commentaire. Quel film caché d'une célébrité aimeriez-vous voir réapparaître ?